Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette journée du lundi qui inaugure une nouvelle semaine. Nous vous saluons dans la paix de notre Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Vous qui nous écoutez à Lomé, à Nekho, à Sokodé, à Niamtougou, à Bassara, à Dapan, un peu partout dans le monde, nous vous saluons, tout comme les médias partenaires qui transportent nos voix jusque dans vos oreilles. Koko Vitagwe Michel Tomega et Jérôme Dakucha aux manettes techniques, pendant que j'enregistre l'arrivée au studio des confrères et invités. Nous allons faire, l'économie de ne pas trop rire au studio, parce que quand les gens de Couvé vont nous écouter rire, ce ne serait pas bien. Oui, vous savez, la population de Couvé attend impatiemment que la famille directe de l'ancien Premier ministre Maître Yaovi Agbouibo décide des programmes des obsèques pour se mobiliser, pour mieux s'organiser, afin de rendre un hommage mérité à ce fils-là du milieu qui a été toujours présent. On parle de Maître Agbouibo, mais nous, jeunes enfants du milieu, quand on l'a connu, c'est dans les funérailles, peut-être, il passe et on vous dit, ah, c'est lui, Maître Agbouibo. Il vient toujours il venait toujours. Bon, ok, c'était une réalité. Il venait toujours lorsqu'il y a des obsèques, des funérailles à Couvé et que des membres directs du CAR sont touchés, même des membres du RPT à l'époque, qui sont de la famille, qui sont même des amis ou des frères aux militants du CAR. Maître Agbouibo venait toujours assister à ces obsèques et c'est quelqu'un qui est très attaché, et donc les populations du milieu de Couvé, mais de la préfecture de Yoton en général, sauront quel hommage rendre à ce fils, à ce digne fils du milieu. Merci. Tout cela nous renvoie à des valeurs, et c'est justement notre pensée de ce jour qui dit: c'est bien de se mettre en valeur ou de défendre des valeurs, mais c'est encore mieux d'avoir soi-même des valeurs. Encore une fois, c'est bien de se mettre en valeur ou de défendre des valeurs, mais c'est encore mieux d'avoir soi-même des valeurs. Les valeurs, est-ce que ce promoteur d'établissement scolaire de Sokodé en a? C'est une question qui défraie la chronique depuis quelques jours et que je découvre à la une du journal Courrier de la République. Tchakala, vous écrivez: complexe scolaire, la lumière de Sokodé. Une année sexuellement arrosée du fondateur de cette école. Oui, c'est une triste situation que ce tristement célèbre fondateur d'école vient de nous imposer. Et c'est vrai, on crée son école par rapport à certaines convictions, par rapport à certains engagements qu'on a, par rapport à l'éducation, par rapport à la transmission du savoir et de la connaissance. Mais ce directeur d'école, le complexe scolaire La Lumière à Sokodé, est un personnage atypique. Et, il a créé son école pour peut-être déverser le trop-plein d'énergie de sa libido sur ses jeunes élèves. Les grossesses, il en a éparpillé un peu partout. Dans son école, il en a semé un peu partout. Et les faux frais, il est passé à être champion là-dedans. Et ce pourquoi il faut donner 2000, ce monsieur monte les enchères à 5000 et tout ça là. Donc, au point que, les responsables de l'enseignement de la région ont dû prendre les mesures très fortes pour le mettre à l'écart, parce que un monsieur comme ça, un prédateur sexuel comme ça, un monsieur qui est prêt à toutes les compromissions comme ça, il n'est pas bon d'être en milieu scolaire. On l'a égaré, on lui a retiré tous les pouvoirs pour gérer cette école qu'il a créé et dont il se sert pour faire des bêtises. Le plus cocasse, c'est que notre monsieur est lui-même enseignant, pédagogue. Il a les moyens de créer une école privée et sa performance, c'est de semer des grossesses en série dans son école et d'occasionner des faux frais jusqu'à hauteur de 4 millions 347 000 francs, au point que la direction régionale de l'enseignement de la région de Centrale a dû mettre l'école sous administration. Uriel Enyang, on a du mal à se retrouver. Alirou Tchakala a le mérite de faire sortir le sujet qui circulait sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Le mérite du fait que ce monsieur, peut-être, lui, il a eu le malheur d'être découvert.
Sinon, c'est des milliers de fondateurs d'écoles au Togo qui développent le phénomène dans notre pays. Peut-être ça existe ailleurs aussi. Chacun de nous a eu à intervenir dans un établissement privé avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Nous savons comment ça se passe. Les fondateurs, ils abusent des fois, mais il faut avouer que ce n'est pas toutefois que les actes sont forcés. Peut-être que c'est en consentement, avec le consentement de ces élèves qui, par faute de moyens... Ce n'est pas justifiable qu'un enseignant ait des rapports sexuels avec son élève et dise qu'il a été tenté par l'élève fille. Je ne suis pas en train de laver ces messieurs, loin de là. Peut-être que vous n'avez pas encore suivi mon raisonnement. Vous savez, dans ces histoires, si cette affaire venait à atterrir à la justice, vous allez voir que, je ne suis pas en train de le blanchir, vous allez voir que les responsabilités sont partagées. C'est vrai, c'est un acte répréhensible. Il n'a pas le droit, un enseignant, qu'il soit fondateur ou simple enseignant, il n'a pas le droit et la loi le lui interdit de coucher avec ses propres élèves, quel que soit le motif. Je suis parfaitement d'accord. Mais lui, il a eu peut-être le malheur d'être découvert. Sinon, si vous continuez les investigations, aussi bien à Lomé qu'à Dapaon, en passant par Kara, Sokodé, Bafilo et partout, vous allez les découvrir. C'est leur comportement. Ils développent du jour au lendemain le phénomène. Merci encore une fois. C'est bien que nous prétendions défendre des valeurs, mais quelles valeurs avons-nous nous-mêmes? Chacun répondra à cette question en son âme et conscience. Djakouti, vous allez plutôt souhaiter un bon mandat à l'un des confrères, Pierre Agbanda, qui vient d'être élu à la tête de l'Union des journalistes indépendants du Togo. L'Assemblée générale élective a eu lieu le vendredi dernier et Pierre Agbanda est porté à la tête de l'organisation professionnelle des médias, disons, la doyenne des organisations professionnelles des médias. Et ce qui est intéressant par rapport à nos organisations, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est la jeune génération qui est en train de prendre la tête de ces organisations et associations. Je crois que c'est des choses quand même qu'il faut féliciter. Et féliciter également le bureau sortant, à la tête duquel était notre consoeur Patricia, qui a su gérer effectivement cette organisation. Aujourd'hui, elle a passé la main à M. Agbanda. Tout ce que nous pourrons le souhaiter, c'est le bonheur. Il est important aujourd'hui, avec cette organisation, entre-temps, on l'avait émis au cours des assises de la presse, qu'il faut que les patrons quittent carrément cette association et laisser l'association aux journalistes. Mais jusqu'à présent, dans les faits, on n'arrive pas à traduire cela. Nous constatons que les patrons qui se retrouvent au niveau du CONAP se retrouvent encore au niveau de l'UGIT, si bien que les journalistes n'ont pas tellement les mains libres pour exercer. Il est important aujourd'hui qu'on puisse mettre en valeur les jeunes que nous avons aujourd'hui dans cette corporation, que cette jeunesse-là puisse s'épanouir également au niveau de ces organisations et de ces associations. Une fois encore, félicitations au bureau sortant et félicitations également au bureau entrant de l'UGIT. Merci à vous, Jacques. Eh bien, nous ouvrons à présent la page des ripostes à la pandémie au nouveau coronavirus. Je rappelle que notre personne ressource en la matière aujourd'hui, c'est le docteur Yao Didier Degbe, qui est chef division des établissements publics de soins. Docteur, rebonjour. Bonjour, Sas. Eh bien, pour introduire le sujet, les chiffres officiels tels que nous avons constatés hier, le Togo affichait 1277 cas de contamination pour 27 décès. Là-dessus, le Forum de la semaine nous écrit que au moins 10 patients sont décédés au Togo, au moins 10 patients décédés au Togo souffraient de diabète. Sur les 27 morts de la COVID-19, il y aurait 10 qui souffraient de diabète. Et nous savons déjà depuis quelques jours que l'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'à la mi-septembre. À ce sujet, Tchakala, vous écrivez dans votre journal Courrier de la République, prolongation de l'état d'urgence sanitaire au-delà de la pandémie, que cache-t-on au peuple?
C'est la question que vous posez. Oui, c'est la question que tous les Togolais se posent d'ailleurs. C'est tout à fait normal de s'interroger sur un certain nombre de faits. On ne communique pas du tout au niveau du sommet de l'État. C'est vrai que le Togo n'est pas le seul pays à vivre cette crise sanitaire. On voit le monde entier être sous l'emprise de cette pandémie. Mais ce qui est un peu singulier au Togo, c'est le fait que le pays soit en berne. Et on légitime cet état de fait par une situation, une crise que toute la planète vit d'ailleurs. Parce que vous conviendrez avec nous au même moment où on est en train d'ouvrir d'autres lieux de culte, d'élargir un peu l'éventail, au même moment où l'espace aérien, toutes nos frontières sont ouvertes, au même moment où certains lieux reprennent une certaine ferveur, au même moment on rallonge cet état d'urgence finalement, et toutes les fois vous revenez de votre sommeil, on vous dit que l'état d'urgence est prorogé d'un mois et demi, d'un mois, et tout ça là, sans qu'on avance des arguments qui puissent vous convaincre. C'est ça un peu le paradoxe. Donc aujourd'hui, nous souhaiterions que les langues se délient. Est-ce que derrière cette crise sanitaire, derrière cet état d'urgence, qu'est-ce qui se cache? Et puis toutes les fois, la Côte d'Ivoire vit la même situation, peut-être pire que la nôtre. Mais on a vu Gon Coulibaly mort et les jours qui ont suivi, il a été enterré et puis on a porté un nouveau Premier ministre. En France, où le taux de contamination avoisine des centaines de milliers, certaines fois par semaine, on a vu un peu comment les choses se sont précipitées. Mais chez nous, depuis la prestation de serment, les Togolais attendent quand même la formation du gouvernement. Si tant est qu'on ne peut pas la former, autant dire que on reconduit l'équipe actuelle. Donc c'est une situation, c'est un flou à couper à la tronçonneuse. Et puis les Togolais de Lomé jusqu'à Dapan et dans tous les coins et recoins du Togo s'interrogent sur cet état de fait. La pandémie, oui. La crise sanitaire, l'état d'urgence, oui. Mais derrière ça, qu'est-ce qui se cache? Merci. Alors, ce qui se passe politiquement, on va y venir. Mais restons sur le terrain stricto sensu de la maladie. Eh bien, docteur Degbé, le collègue l'a dit, la vie togolaise se normalise de plus en plus. Une partie des écoles ont ouvert avec les examens qui se déroulent. Les lieux de culte aussi augmentent au jour le jour. On a ouvert les frontières aériennes. On parle de l'ouverture imminente des frontières terrestres. Alors, dans ce jeu-là, est-ce que la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, médicalement, est-ce que cela s'explique? Oui, je peux dire que cela s'explique. Parce que le maintien de l'état d'urgence permet de prendre certaines décisions plus facilement dans le cadre de cette lutte contre la pandémie. Donc, l'aspect politique, moi, je ne peux pas dire grand-chose là-dessus, mais je pense que sur le plan sanitaire, pour pouvoir permettre de prendre certaines décisions plus facilement, je crois que c'est pour ça que l'état d'urgence est toujours maintenu. Merci. Alors, auprès de la coordination nationale, on a appris encore la semaine dernière que les nouvelles vagues de contamination qu'on note dans la préfecture de Tchaoudjo, de la Soli, sont principalement dues à la dernière fête de la Tabaski. Et quand on remonte dans la causa, c'est la célébration des rites Evala et autres qui sont également à la base de ces contaminations. La conclusion de la coordination, c'est que dorénavant... Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5. Toutes nos excuses pour cette coupure de courant vraiment involontaire de notre part. Je rappelle que nous sommes sur le plateau avec les confrères Ali Romorou Tchakala de Courrier de la République, Uriel Nyang de Mega Info, Didier Assogba de Togo Breaking News et l'aîné Jacques Djakouti, notre personne ressource pour nous entretenir sur la COVID-19, docteur Yao Didier Degbé, qui est chef de division des états publics de soins. Nous étions justement sur le sujet coronavirus. J'expliquais que la coordination nationale avec le colonel Djibril nous expliquait que les dernières contaminations dans le Tchaoudjo, la Soli et la Kosa étaient causées par les affluences constatées aux fêtes traditionnelles et qu'en prévision à ces autres fêtes traditionnelles, les préfectures seront bouclées une semaine avant la fête, une semaine après, et les bars, débits de boissons
de ces localités-là seront fermées. Docteur Degbé, vous voulez bien nous expliquer le pourquoi et le comment de ces mesures? Oui, alors comme vous l'avez dit, le constat a été fait qu'à la sortie de certaines fêtes, le fait que les gens se soient beaucoup rassemblés, on a eu beaucoup de cas d'infection au coronavirus dans ces localités-là. C'est ce qui a amené les autorités à prendre ces genres de dispositions. C'est-à-dire que on sait que les fêtes traditionnelles ne peuvent pas être purement et simplement interdits dans les milieux. Enfin, les cérémonies traditionnelles, c'est des cérémonies annuelles que nos parents font. C'est difficile de les interdire tout simplement. Donc, les gens feront leur cérémonie. Mais c'est de faire en sorte que s'il doit y avoir des foules, que ça puisse être contrôlé pour éviter les contaminations. Voilà. Donc, s'il y a des cérémonies qui vont être faites dans une préfecture, puisque vous savez que c'est dans ces périodes-là que la plupart des préfectures célèbrent leurs fêtes traditionnelles. Donc, quand les cérémonies approchent, le fait de dire qu'on va boucler la préfecture une semaine avant, c'est de pouvoir mieux contrôler les foules. En principe, on doit tout faire pour qu'il n'y ait pas de rassemblement du tout. Donc, de petits groupes qui peuvent faire les cérémonies sur le plan traditionnel, c'est ce qui est vraiment souhaité. Mais bon, vous savez, le comportement des hommes, c'est toujours un peu difficile à contrôler. Donc, dans cette situation-là, lorsqu'on va boucler, ça va permettre de mieux contrôler s'il y a des foules dans ces milieux-là. Merci. Voilà. Ces fêtes qui vont se passer dans le Vaud avec Atinoukousan, dans le Yoto avec Rogbozan, un peu partout. On verra comment la mise en œuvre de cette disposition de bouclage se fera. Mais docteur Degbé, en plus de ça, est-ce qu'il est envisagé, ou bien quelles sont les dispositions strictement sanitaires qui sont envisagées dans les préfectures qui vont être en fait traditionnelles bientôt? Oui, alors sur le plan sanitaire, vous avez constaté que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de personnels de santé qui ont été contaminés. Bon, ça a fait que les dispositions ont été un peu revues au niveau des formations sanitaires. On a constaté, on a fait un petit tour la dernière fois, on a constaté dans certaines formations sanitaires qu'il y avait certains manques en matériel. Donc, ces aspects-là vont être corrigés. Et donc, les mesures barrières doivent être utilisées aussi bien, ou bien mieux même dans les formations sanitaires que dans la population. Alors, en d'autres termes, docteur, est-ce qu'il est envisagé, par exemple, un renforcement des équipes et des plateaux sanitaires dans les préfectures qui vont être en fait en termes de dépistage ou du moins de début de prise en charge pour ceux qui seraient dépistés positifs? Oui, dans les préfectures où il doit y avoir les manifestations, et les mesures doivent être prises pour que les gens soient mieux suivis. Et donc, au niveau même des lieux où les cérémonies doivent être faites, il faut un contrôle strict de l'utilisation des mesures barrières par tous ceux qui sont là. Et donc, vous savez que pour faire les tests, on ne prend pas n'importe qui pour faire les tests. Au moment où peut-être un malade sera dépisté dans une localité, la façon dont on le fait habituellement, tous les cas contacts seront recherchés pour pouvoir faire les tests et les dépister très rapidement. Merci. Nous parlions tantôt de la coordination nationale de gestion de la riposte. Nous rappelons que cette coordination a des démembrements juste dans les préfectures avec les préfets et éventuellement les maires. Suivons un peu quelques titres de journaux sur quelques maires. Togo Matin qui écrit ce matin à la page 11, gestion de la Covid-19.
le maire du Golfe 7, qui vient de rencontrer les chefs des 26 villages de sa commune, et le maire d'Ikounou a saisi l'occasion pour relever les faiblesses observées dans la riposte et les solutions à adopter pour mieux faire respecter les mesures barrières par la population. On peut présumer que ce qui se fait dans le Golfe 7 se fait aussi un peu ailleurs, notamment dans une autre mairie, c'est le Golfe 2, où c'est l'ONG La Voix des Sans Voix qui est portée au contact des personnes vulnérables pour partager quelques denrées. Tchakala, c'est ce que vous écrivez. Oui, à cette période de pandémie, on sait que il faut que la solidarité soit plus agissante. Et c'est ce que au niveau de Golfe 2, l'adjoint au maire a essayé de faire en apportant un peu de réconfort aux personnes vulnérables. Cette fois-ci, la distribution ne s'est pas faite comme on le voit, c'est-à-dire qu'on a un lieu et on invite ceux-là qui ont été ciblés pour recevoir ces kits alimentaires-là. Non, c'est tous les membres de la voix des sans-voix qui allaient vers ces personnes vulnérables. Donc, ils sont allés échanger avec ces personnes et non seulement ils leur ont remis des kits, mais il y a aussi des baguettes. On a mieux appris de ces personnes. Donc, c'est un début à saluer et vivement que d'autres aussi empruntent le pas à cette ONG qui est en train de faire du travail sérieux sur le terrain. Merci. Docteur Degbé, alors concrètement, qu'est-ce que vous attendez des préfets et des maires en termes de collaboration pour que la riposte soit beaucoup plus efficace? Non, nous pensons que la collaboration des collectivités locales, les maires et les préfets, cette collaboration, leur apport doit être très important dans cette lutte-là. Parce que c'est eux qui peuvent et qui sont plus près de leur population et en matière de sensibilisation, ils sont enclins à pouvoir être mieux écoutés et mieux compris. Donc, je pense que les maires et les préfets doivent vraiment s'approcher de leur population et continuer à parler aux gens pour que les gens vraiment soient convaincus de toutes les mesures qui sont mises en place pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Docteur, est-ce que les maires peuvent également se muer en agent de terrain, aller notamment dans les lieux de fête, dans les boîtes de nuit, dans les débits de boissons, dans les bars, pour sensibiliser aux besoins, fermer ces bars-là qui se montreraient un peu irrespectueux? Bon, je pense que ils peuvent, leur équipe peuvent aller dans tous ces milieux-là pour sensibiliser les gens. Bon, si c'est pour fermer, je ne sais pas trop, je ne sais pas s'ils ont ce pouvoir-là, mais moi je pense plutôt que il est mieux d'approcher les gens et de les sensibiliser. Peut-être s'entendre sur certaines choses. Je m'explique. Peut-être on ne peut pas dire qu'il faut aller fermer parce que quand on ferme, c'est peut-être des gens qu'on envoie au chômage. Et ça, c'est un peu difficile. Mais au moins s'entendre avec ces corporations-là, voilà ce que vous devez faire pour rester ouvert et travailler. Et on s'entend. Si vous ne le faites pas, voilà telle sanction qu'on peut vous apporter. Peut-être pas fermer, mais on peut des contraventions, des choses comme ça, qui vont amener les gens à respecter les mesures pour ne pas payer ces contraventions-là. Bon, c'est ce que moi je pense. Merci donc, docteur Yao Didier Degbé, d'éclairer nos lanternes sur le sujet. On va y revenir au besoin à midi, dans un moment, quand les auditeurs vont entrer en scène. Le temps pour nous d'ouvrir la page sous-régionale, notamment le Mali, qui a connu son coup d'état militaire, ça fait environ une semaine. Et nous suivons l'actualité au jour le jour. Condamnation d'abord, et ensuite la CEDEAO qui privilégie la voie des négociations. Jacques Diakouti, depuis quelques jours, la CEDEAO, après sa conférence, sa visioconférence et ses condamnations, la CEDEAO qui déploie sur le terrain une mission de bons offices, on peut le dire ainsi. Oui,
Vous savez, ce qui se passe actuellement dans la sous-région et surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, surtout au niveau des pays francophones, c'est quand même un peu triste. Et il est important aujourd'hui que les Occidentaux puissent nous laisser tranquilles à évoluer dans nos démocraties. S'ils ne veulent pas nous laisser, nous serons toujours dans ces états-là. Et puis, c'est les coups d'État qui vont toujours reprendre. Et j'ai peur même avec ce qui se passe actuellement au Mali, parce que la junte dit qu'ils veulent gérer le pays pendant au moins 3 ans. Et pendant ces 3 ans, si jamais la CEDEAO n'allégeait pas les sanctions, les populations risquent de se retourner encore contre cette junte-là au pouvoir. Donc il est important aujourd'hui que la CEDEAO est en train de marcher sur les œufs, c'est-à-dire il faut que la CEDEAO puisse convaincre cette junte-là à ne pas effectivement faire cette transition de 3 ans là. Peut-être ramener cette transition au plus peut-être à 1 an. Parce que nous savons ceux qui sont derrière en train de tirer les ficelles. C'est la Russie et la Chine. Parce que la France a tellement pillé. Aujourd'hui, la Russie aussi veut avoir son part du gâteau avec la Chine. Donc, il est important que ces Occidentaux là s'entendent. Il est vrai que la junte aussi, c'est-à-dire au pouvoir, aujourd'hui les jeunes, c'est la quarantaine, certains ont 37 ans, ces personnes-là aussi veulent se construire un empire avant de pouvoir partir. Parce qu'on ne peut pas comprendre, vous dites, vous venez pour sauver le peuple, au même moment, vous dites, vous voulez faire une transition de 3 ans. C'est incompréhensible. Le premier jour, quand on les avait interrogés, ils ont dit non, que ça serait vraiment une transition qui ne va pas prendre assez de temps. Mais au fil du jour, nous voyons que c'est des gens qui ne veulent pas vite partir, parce qu'il y a des intérêts quelque part. Donc il est important aujourd'hui que, et la CEDEAO, et l'Union africaine, nous comprenons au fil du jour que les États ne sont pas libres. Nous ne sommes pas encore indépendants, il faut le reconnaître. Les indépendances que nous célébrons, 60 ans par ici, 60 ans par là, mes amis, c'est d'une coquille vide. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez la Guinée, Conakry, on sent que c'est les puissances qui sont derrière. Nous prenons la Côte d'Ivoire, c'est la France. Vous prenez aujourd'hui la Guinée-Bissau, c'est la Chine, la Guinée-Conakry, c'est la Chine et la Russie. C'est les Chinois et les Russes qui ne veulent pas lâcher Alpha Condé. En Côte d'Ivoire, c'est les Français qui ne veulent pas lâcher Ouattara. Donc si c'est comme ça, vous savez, on peut beau faire des coups d'État, mais nous allons toujours revenir au point zéro. Donc il est important qu'on nous pose des sujets vraiment très importants, on va y revenir, mais encore un petit mot sur le coup d'État au Mali. C'est un constat qu'au Mali, on peut qualifier ce coup d'État-là de populaire, parce que la société civile, les syndicats, les partis politiques, bon nombre, du moins ceux qui s'expriment, disent adhérer à ce coup d'État. Ici au Togo même, c'est la presse qui fait mention aujourd'hui que des organisations de la société civile togolaise apportent leur soutien au peuple malien, lequel peuple malien dit se reconnaître dans le putsch des militaires. Cela nous amène à l'éditorial du confrère Le Journal du Togo intitulé « La dictature ne saura prospérer en Afrique ». L'article dit « Pourquoi les chefs d'État africains s'accrochent-ils au pouvoir ?» En modifiant de gré ou de force la Constitution, les présidents sortants continuent de briguer de nouveaux mandats autant de fois qu'ils le souhaitent. L'exemple que met en lumière le Journal du Togo, c'est le président camerounais, Paul Biya, qui a connu 5 chefs d'État en France, de François Mitterrand à Emmanuel Macron, en passant par Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, lequel Paul Biya a vu défiler devant lui 9 présidents au Nigeria. Autre journal, c'est Togo Matin qui se demande, lui, coup d'État militaire au Mali, à quand le prochain changement de régime au rythme des bottes et des baïonnettes. Et Liberté revient avec ce titre à la page 3. Les troisièmes mandats sont aussi des coups d'État, écrit Liberté qui renchérit à la page 2. Le coup d'État régulateur des blocages politiques en Afrique. Un coup d'État en Afrique est vite condamné pour cause de désordre constitutionnel
ou de recul démocratique, ce qui constitue souvent un jugement sans pertinence sur des situations politiques bloquées où seules les armées face à des démocraties de façade corrompues peuvent remettre les pays sur les rails. Didier Asogba, voilà un coup d'État en principe à condamner, mais un coup d'État que félicite bon nombre d'acteurs au Mali et un peu partout en Afrique. Vous savez, sur le sujet, il faut être pragmatique quand on est africain et quand on vit dans des pays comme les nôtres, des pays francophones. L'aîné Djakouti venait de peindre le tableau et on sait à peu près quel est le ressentiment de tous les citoyens de ces pays-là, ou on va dire de l'espace francophone ouest-africain aujourd'hui. Quel est le ressentiment et quelle est l'appréhension des populations. Moi, ce que je crois fondamentalement, c'est que si les Assimi Goïta peuvent prospérer dans tous les pays de l'espace francophone et permettre à nos dirigeants d'avoir à l'esprit que s'ils dirigent pas bien les pays et s'ils se donnent la liberté et le droit de brimer les populations et de prolonger à satiété le nombre de mandats, de changer les constitutions pour dire qu'on remet le compteur à zéro et qu'on reprend, que le nouveau mandat est en fait le premier d'un nombre de mandats qu'on devrait faire. Si les Assimi Goïta ou les comités nationaux de salut du peuple peuvent prospérer dans l'espace francophone et devenir en quelque sorte des gendarmes derrière ces chefs d'État pour qui on tire les ficelles depuis quelque part et qui refusent de respecter les lois qu'on s'est données, parce que l'obéissance aux lois qu'on s'est données et liberté, dirait un penseur français, qui refusent de respecter ces dispositions-là et qui, à chaque échéance ou à chaque terme, renouvelle ou change carrément les tests fondamentaux pour rester au pouvoir ou s'offrir des pouvoirs à vie. Moi, je pense que les citoyens africains et surtout de l'espace francophone ouest africain vont continuer à applaudir et c'est ce qui va être in fine un danger pour la démocratie. Mais si on doit construire la démocratie avec les militaires en gendarmes, et si c'est ce qui permettrait d'avoir des démocraties, on va dire des démocraties qui permettent à tous les citoyens des pays francophones, des pays africains, de profiter des mannes de leur pays et d'être en liberté et d'amener les dirigeants à bien gérer, à bien gouverner, moi je pense qu'on va continuer à saluer ce genre de choses. Mais je pense qu'il y a également moyen d'éviter ce genre de coup d'État si les dirigeants se concentrent à écouter un peu leur peuple, c'est-à-dire leur mandat, ceux qui leur donnent les mandats à exécuter. Il faut les écouter, diriger selon ce que les populations veulent. Sinon, les Assimi Goïta vont prospérer ailleurs, même si on imagine l'impossibilité à certains endroits. Eh bien, la question a été posée à M. Nathaniel Olympio, président par intérim du parti des Togolais. Et il dit, citation, « Tout coup d'État serait justifié à la seule condition qu'il s'effectue au nom du peuple, pour le peuple et par le peuple. » Et M. Olympio Nathaniel se demande, lorsque le président dans un pays s'enferme dans ses dérives et maintient le pays dans une profonde crise qui menace gravement la stabilité, trois issues se présentent pour Nathaniel Olympio. Un, c'est soit l'intervention militaire pour mettre un terme au désordre et à la chienlit afin de relancer la machine politique. Deux, soit une révolution populaire, mais plus incertaine avec tous les risques de dérapage que cela peut faire peser sur le pays et au-delà. Et trois, carrément la lutte armée. Voilà les trois issues que Nathaniel Olympio prévoit si un président s'enferme et ne veut pas écouter le pays. Mais Uriel Enyam, c'est vrai qu'aujourd'hui, des gens applaudissent ouvertement ou en catimini la situation au Mali. Mais voilà que les militaires maliens disent qu'ils vont faire 3 ans pour organiser la transition. Ça nous rappelle le passé où les militaires dans différents pays disent qu'ils sont venus balayer la maison et on les a vus s'accrocher longtemps au pouvoir. Merci beaucoup. C'est un sujet qui intéresse tout le monde, y compris mes parents qui sont au village actuellement.
tout le monde commente l'actualité au Mali, sauf qu'on a l'impression d'ignorer un grand aspect. Vous savez, on a vu le peuple malien applaudir, manifester leur joie après le putsch. Mais tenez-vous bien, c'est dans la naïveté. La preuve, c'est que les militaires qui ont enlevé le président malien, moi j'appelle ça un enlèvement, le cacher quelque part, ont affirmé au départ que les élections ne vont pas tarder. Et aujourd'hui, vous les entendez, les mêmes personnes, projeter une transition de 3 ans. Vous voyez, en Afrique, on n'a jamais vu de tel genre de choses résister au temps ou prospérer. Si vous prenez la Côte d'Ivoire, vous connaissez bien l'histoire. Vous prenez tous les pays où les militaires ont pris le pouvoir par force, quel que soit le comportement du président, dont le mandat est légitime. Si vous vous permettez de passer de cette façon, quel que soit le mécontentement du peuple, ça va dégénérer. Le Mali actuellement, c'est un pays en crise. L'insécurité en Afrique, l'un des pays qui vit la plus grande insécurité en Afrique, c'est le Mali. Le Togo envoie chaque 6 mois les militaires là-bas au Mali. Les autres pays aussi en envoient. Si cette crise vient s'ajouter sur ce qu'on connaît déjà, je vous assure que le Mali risque de ne pas s'en sortir. La CEDEAO est en train de réclamer de pied ferme le retour à l'ordre en ramenant le président Ibeka. Mais si à un moment donné, la CEDEAO baisse les bras pour dire nous n'en pouvons plus, et on a demandé à la gente si ils sont en contact avec l'armée française, ils disent oui. On leur a posé toutes les questions, ils ont répondu. Mais aujourd'hui, on voit que c'est une organisation que personne parmi nous ne maîtrise. Ce coup d'État est un vrai coup d'État. Et ce coup d'État risque de créer plus de problèmes au Mali. Le peuple est naïf actuellement. Le peuple est naïf. Lorsque l'armée va s'asseoir pour les 3 ans de transition, c'est en ce temps que vous verrez que Ibeka aura un bon pays d'exil. Et puis c'est lui qui va organiser un autre désordre pour l'envoyer au Mali. C'est ce qui se passe chez nous. Vous parlez de tous les coups d'État, mais il y a les coups d'État militaires. Il y a des pays que vous avez manqué de citer peut-être par peur que nous allons aussi éviter de citer nous tous. Mais il y a plusieurs formes de coups d'État. Quand vous prenez des pays où beaucoup d'institutions, beaucoup de sociétés sont dans les mains des étrangers, ce sont des coups d'État qui ne disent pas leur nom. Ce n'est pas parce que les militaires ne sont pas montés pour dire balayez-vous, dégagez, le peuple en a assez de vous. Mais quand vous êtes dans un pays où les grandes sociétés, les poumons du pays sont détenus par les puissances étrangères, votre coup d'État est pire que ce qui se passe au Mali. Je comprends qu'il y a coup d'État, liberté qui écrit, même un 3e, un 4e mandat sont également des coups d'État. Mais seulement dans l'histoire Tchakala, on peut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, lorsque le président Mamadou Tandja développait sa velléité là de s'éterniser au pouvoir, c'est les militaires qui l'ont balayé et qui ont restauré l'ordre constitutionnel. Et il y a quelques années également au Nigeria, lorsque le général Sani Abacha faisait sa seule loi, c'est un militaire qui l'a dégommé, et depuis le Nigeria rime un peu avec démocratie. Est-ce que les Maliens vont faire comme leurs frères au Niger et au Nigeria? On va voir ça. Mais oui, Didier, sur la situation au Mali, vous avez écouté les militaires. Moi, je pense que les gens là, ils sont pragmatiques, ils savent ce qu'ils font. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas la CEDEAO. La CEDEAO veut venir discuter avec eux. C'est à la CEDEAO qu'ils ont dit qu'ils vont faire 3 ans. Ils n'ont jamais pondu un communiqué pour dire que nous allons faire 3 ans. Parce que de toute façon, ils sont dans une logique donnée. Mais quand la délégation de la CEDEAO est allée dire que de ramener Boubacar Keïta au pouvoir et de restaurer l'ordre conditionnel, c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils vont organiser une transition de 3 ans. Quitte à la CEDEAO de continuer à négocier. D'abord, elle n'a pas réussi à avoir la liberté de son président, du président de la CEDEAO entre griffes que la CEDEAO cherche. Elle n'a pas encore eu sa libération. Maintenant, il faut ouvrir un autre fond de discussion en discutant avec les militaires sur la durée de la transition déjà. Donc ça se complique de jour en jour pour la CEDEAO. De jour en jour, et vivement qu'un autre front ne se crée pas. La CEDEAO qui va négocier
avec les putschistes au Mali. Togo Matin écrit « Et si la CEDEAO démarrait plutôt une médiation en Côte d'Ivoire ?» Nous avons suivi le week-end dernier Alassane Ouattara qui s'est fait investir par des dizaines de milliers de ses partisans au stade en ce temps de coronavirus, alors que cette velléité de troisième mandat fait débat. Liberté là-dessus écrit « Du Togo à la Côte d'Ivoire, le vieillard d'Abidjan, bien recyclé par Faure Gnassingbé en termes de haine mandat à la tête de l'État. » Et vous, Tchakala, vous écrivez de Alpha Condé en Guinée à Ouattara en Côte d'Ivoire, Condé et Ouattara hier aujourd'hui, opposants africains, miroir de nos déceptions, écrivez-vous. Oui, quand on est dans l'opposition, vous savez, on devient ce saint-là, on devient celui-là qui clame être porteur de tous les espoirs. On a vu Alpha Condé, ce monsieur qui a failli en pâtir sous Lansana Conté. Il a fallu la médiation de certains chefs d'État pour qu'il recouvre sa liberté. Et entre-temps, c'était le pur et dur opposant, celui-là qui veut révolutionner la donne dans son pays, le démocrate certifié. Quand vous voyez aussi Alassane Ouattara, vous voyez tout ce qu'il a eu à tenir comme propos. Maintenant, ça lui revient. Et d'ailleurs, quand vous allez sur certains sites, c'est la VAR qui n'est pas du tout clémente avec Ouattara. C'est que Ouattara hier opposant, Ouattara aujourd'hui président, c'est le jour et la nuit. Ça tranche radicalement. On ne reconnaît plus l'homme qu'il fut hier. Donc c'est devenu un monsieur qui tient au pouvoir plus que son souffle de vie. Quand vous prenez aussi Condé aujourd'hui à 82 ans, l'homme que nous avions connu, qui a lutté pour sortir la Guinée de l'asservissement militaire, de tout ce que ce pays a connu, et qui s'érige maintenant en dur et pur potentat, là, les exemples sont légion. Quand vous jetez un regard dans certains pays africains, vous constaterez cela, et cela contraste fort bien. Donc, est-ce que ces opposants que nous voyons aujourd'hui, que nous voulons qu'ils accèdent au pouvoir, est-ce qu'ils ne nous réservent pas ces mêmes choses? Mais il y a des situations qui naissent. Quand on est au pouvoir, pourquoi avoir peur à un moment de lâcher, comme on le voit dans certaines démocraties, comme on le voit dans certains pays dominance francophone? La sous-région ouest-africaine n'est pas complètement crasseuse. C'est seulement les pays où la France a eu à s'imposer que nous constatons ces micmacs-là. Quand il s'agit de partir, on essaie de tripatuer la constitution parce qu'on a une certaine armée, parce qu'on a les caisses de l'État pour qu'on se serve à gérer les institutions et en avant. Le tour est joué. Donc, quand on vient à verrouiller, les peuples ne trouvent leur salut qu'à travers les manifestations. Et au pire des cas où les manifestations n'aboutissent pas, c'est l'armée à un moment qui siffle la fin de la pagaille, que c'est soi-disant opposants hier et au pouvoir aujourd'hui essaie de combattre. L'armée qui siffle la fin de récréation ou bien plutôt pour réorienter le débat, parce que l'auditeur nous dit que l'auditeur nous met en garde pour ceux qui s'enthousiasment pour le coup d'État au Mali. Pour ceux auditeurs, les militaires maliens sont aussi corrompus que le régime de Boubacar Keïta. Alors Jacques Diakouti, finalement, des présidents civils ou des putschistes militaires, est-ce que c'est pas la même chanson qui recommence, quitte à ce que ceux qui sont aux affaires en Afrique satisfassent prioritairement les intérêts de ceux qui les mettent au pouvoir? Justement, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il est important qu'Africains que nous sommes, nous puissions réfléchir ultérieurement à notre démocratie, c'est-à-dire nos libertés. Sans ça, je vous assure, nous ne pourrons pas avancer. Quand vous prenez vous avez parlé tout à l'heure de Alassane Ouattara, vous avez parlé de Alpha Condé. Regardez l'âge par exemple de Condé. 82 ans. Regardez l'âge de Ouattara 78 par exemple. Ans. Entre nous, vous croyez que ces personnes-là ne veulent pas aller se reposer en paix pour pouvoir ne serait-ce que jouir de ce qu'ils ont eu à faire pendant des années? Je vous dis que quelque part, ils sont téléguidés par des intérêts. Si ces personnes-là ne les lâchent pas, je vous dis, ils vont toujours continuer. À la moindre chose qu'on puisse vous lâcher. Si, par exemple, au Mali, le coup d'État a marché, c'est parce que quelque part, Ibeka a été lâché. Mais Ibeka a été lâché par une autre puissance. Nous avons vu. Qui a pour nom? Mais prenez l'exemple des deux jeunes-là qui ont fait le coup d'État. Ils sont revenus de la Russie 2 semaines. Oui. Et après, ils ont fait le coup d'État. C'est pour vous dire que c'est des choses qui ont été planifiées. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et l'autre aspect,
Si aujourd'hui, par exemple, on veut la paix en Côte d'Ivoire, vous avez parlé tout à l'heure du Nigeria. J'ai aimé que vous avez fait cette transition-là. Le Nigeria, vous savez, si le Nigeria est en paix aujourd'hui, c'est parce que si, par exemple, on prend un président qui est du Nord, le vice-président est quoi? Est du Sud. C'est-à-dire que si le président est musulman, le vice-président est chrétien. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire veut être également en paix, il faut que la Côte d'Ivoire adopte cette ligne-là. C'est une ligne non inscrite au Nigeria. Vous n'allez pas retrouver ça nulle part dans une constitution au Nigeria. Mais dans la tête du Nigérien, c'est ça. C'est-à-dire il y a eu une alternance justement, entre les régions, entre les grandes justement, religions. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, prenez la plupart des ministères souverains. Je ne suis pas xénophobe, mais vous allez voir que la plupart, c'est des musulmans qui occupent ces postes. Et si demain, par exemple, Ouattara partait et quelqu'un d'autre venait, vous voyez, ça serait la même chose. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre au niveau de la gestion, au niveau de la Côte d'Ivoire. Qu'on puisse mettre un vice-président, un président, et vous allez voir que l'alternance au niveau du sommet de l'État ne souffrirait pas. Mais si on veut continuer dans ce sens-là, je vous dis que il n'y aura pas la paix également en Côte d'Ivoire par rapport à... La question qui se pose, depuis 60 ans, nous avons notre drapeau, notre devise, mais sommes-nous réellement indépendants? On n'est pas du tout Les indépendant. accusations reviennent avec récurrence. La France, qui téléguide, ou qui téléguiderait plein de régimes africains, et puis ces dernières années, c'est la Chine qui est sur le terrain, et il y a quelques temps, c'est également la Russie qui s'invite sur le même terrain. Mais naturellement, vous avez bien fait de citer, mais des fois même, il y a des prisons parmi les prisons. Même à Lomé ici, quand on prend un certain nombre de gens un peu nantis, même à la prison civile de Lomé, il y a des endroits où c'est réservé que pour les riches. Vous savez, depuis que la France a dirigé nos pays, enfin, colonisé nos pays, mais même dirigé. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut être réaliste. Quelles ont été les réalisations? On a vu l'état de nos routes, on a vu la qualité de nos systèmes éducatifs. Mais depuis peu que la Chine vient sur le continent, vous avez vu le nombre de routes qu'on a, même si c'est ce genre d'esclavage. Moi, je préférerais mieux. C'est-à-dire que, vous voyez la Russie, qui est pragmatique, qui va en République centrafricaine, qui aide la Centrafrique à rétablir le désordre que les gens ont créé sciemment en faisant croire qu'ils étaient venus aider les Centrafricains, mais ils ont plutôt installé la chienlit. La Russie vient, aide la Centrafrique à remettre. Mais si c'est contre quelques ressources naturelles, des gens pieds ne nous faisaient rien. Mais si d'autres bonnes volontés vont venir prendre et faire quelque chose de mieux pour nous, je pense que c'est mieux. Merci. Impératif de temps. On va suspendre là le temps de rebondir avec les auditeurs après ce clin d'œil à nos partenaires. Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette journée du lundi qui inaugure une nouvelle semaine. Nous vous saluons dans la paix de notre Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Vous qui nous écoutez à Lomé, à Nekho, à Sokodé, à Niamtougou, à Bassara, à Dapan, un peu partout dans le monde, nous vous saluons, tout comme les médias partenaires qui transportent nos voix jusque dans vos oreilles. Kokou Vitagwe Michel Tomega et Géraud Dakoucha aux manettes techniques. Pendant que j'enregistre l'arrivée au studio des confrères et invités. 93.5 Canal FM. Eh bien, c'est parti. Nous nous connectons sur vous avec les deux numéros 22 21 33 114 22 20 19 68. Merci de rester sur le sujet exposé aujourd'hui. Bonjour l'auditeur, le premier de la classe, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Louis. Louis? Oui. Ok, nous vous écoutons. Je voudrais intervenir sur le lien entre la recrudescence des contaminations du corona et les débits de boissons genre bistrot, etc., boîte de nuit, etc. Oui. Premièrement, tous les maires doivent emboîter le pas à M. Aboka. Parce que, l'action de M. Aboka tient du
du point de vue juridique à un décret signé par le chef de l'État en juillet. De deux, les intérêts financiers et économiques d'un petit groupe de citoyens, je parle des propriétaires de bars, ne sauraient être au-dessus de la santé générale de la population. Ça, c'est impossible. Il n'en est pas question. De trois, je n'ai jamais vu dans aucun pays les bars et les boîtes de nuit développer un pays. Ça vu où? Conclusion, avocat a raison à 200%. Et tous les autres maires doivent lui emboîter le pas. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Louis, qui trouve que les autres maires devraient imiter leurs collègues de la commune Golfe 5. Le suivant en ligne, bonjour. Oui, bonjour mon frère. Oui. Barnabas, oui. J'aimerais intervenir par rapport à la situation malienne. Bon, pour moi, personnellement, je n'ai pas de problème. Parce que, avant qu'ils ne soient militaires, ils sont des Maliens. Et ils ont des intérêts, comment on appelle, à défendre les intérêts de leur pays. Puis aujourd'hui, la société civile est en accord avec les militaires pour remettre leur pays sur les rails. Moi, je ne vois pas de problème. Parce que tous ces politiciens, moi, je les vois comme des commerçants politiques qui viennent s'enrichir et puis nous laisser dans la merde. Bon, s'ils peuvent mettre le pays sur les rails, je n'ai aucunement pas de problème. Merci. Espérons que votre optimisme se concrétise à la fin. Le troisième auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Ahmed. Oui, diminuez un peu le bouton de votre radio. Oui, bon, c'est par rapport au cas malien là. Oui. Bon, moi, je ne suis pas d'accord que les Maliens prennent le pouvoir parce que ça va créer autre problème encore. Lequel? Bon, en fait, c'est les Maliens même qui ont combattu. Normalement, le pouvoir doit revenir aux civils. Pourquoi ils vont aller s'asseoir là-bas jusqu'à 3 ans encore là? C'est pas normal quoi. Non, ils balaient la maison et la confient aux hommes politiques civils. Oui. Ok. Les Maliens aviseront. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Natema. Pardon? Natema. Oui. Ok, allez-y. Oui, vous savez, la CEDEAO, c'est le syndicat des chefs d'État africains. Ils restent pour arranger leur situation. Vous savez, le Togo ne veut pas de la CEDEAO. Les Maliens l'ont dit. C'est-à-dire qu'ils restent, c'est des coups d'État perpétuels qu'ils font, tel que vous l'avez dit là-bas. La CEDEAO prend des sanctions. Quand les autres font 3 mandats, 4 mandats, qu'est-ce que la CEDEAO promet? Il faut qu'ils ne se disent pas la vérité. Un chef d'État peut se lever pour dire ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Il frappe sur la table, il dit on va déloger tous les chefs d'État qui sont en train de faire 3e mandat, 4e mandat. Il faut les déloger aussi. Il ne faut pas aller dire que les Maliens, ils ont fait, ils ont fermé les frontières. Maintenant, ils ont passé par où pour aller. Si c'est ça que nous faisons, l'Afrique ne connaîtra jamais le développement. Tel que vous l'avez développé. Les chefs d'État, il faut faire un mandat, 2 mandats, tu pars. Merci beaucoup. Il ne faut pas étouffer les autres. Si Edem Kodo était président, on a étouffé. Et Edem a étouffé beaucoup de chefs d'État qui devaient développer le pays. Merci, bonne émission. Je vous en prie, bonne émission à vous aussi. Nous passons déjà au suivant. Bonjour. Allô? Oui. Alors, bonjour, ça. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur Yao. Yao. Oui, moi, je voudrais parler de... Vous avez parlé de l'ONG vendredi là. Pour eau potable là. Oui, il y a un ami Karim qui disait qu'il n'y a pas de l'eau dans son village, dans le pays de Raro. Oui. Et une ONG se dit disposée à aider ce village. Seulement, l'ami Karim a disparu depuis. Moi, ça m'intéresse aussi. Ok. Moi, dans mon village là, ok. Il n'y a pas d'eau. L'ami, donnez votre numéro au technicien hors micro. Après, je vous contacte. L'autre suivant, bonjour. Allô, bonjour, Canal FM. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Waris. Depuis Azaoun. Effectivement, je salue tout le plateau. J'aimerais intervenir sur la situation en Côte d'Ivoire. Oui. Alassane Dramane Ouattara a été investi samedi, passé par RHDP, le parti au pouvoir. Oui.
Maintenant, question. Alors, pardon? Je pose la question si aujourd'hui la CEDEAO est au courant de ce qui se passe dans ce pays. Ou bien il faut que le puits arrive, ce que nous ne souhaitons pas, il faut que le puits arrive à ce pays pour qu'elle se déplace encore, faire des navettes, des balades. Donc, je crois que cette organisation doit prendre... Chade Ouattara investi qui dit déjà qu'il réalisera un coup KO dès le premier tour de la présidentielle. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, c'est François Diné depuis Antivé. Oui, nous vous écoutons. Bon, je voudrais intervenir sur 2 points. Premièrement, sur la CEDEAO. La CEDEAO, tout le monde comprend que ça n'existe pas. On dirait que c'est un syndicat des chefs d'État. Ils ne s'intéressent pas aux citoyens, aux pauvres citoyens. Bon, CEDEAO, parlons toujours de la CEDEAO, parlons du temps de Rollins. Au moment de Rollins, c'est vraiment, il y avait des désordres au Ghana. C'est quand même Rollins qui est venu mettre de l'ordre dans tout ça, et le pays est normal jusqu'aujourd'hui. Non, la CEDEAO ne pense pas à ça, il toujours pense au chef d'État et il n'améliore rien. Secondaire, moi je voudrais parler de la COVID-19. Oui. Un journal avait tout à l'heure parlé on ne sait pas ce que le pouvoir nous cache. Vraiment, le pouvoir nous cache quelque chose. On dit qu'on a trouvé tel nombre à la préfecture du Golfe. La préfecture du Golfe, ça comptait beaucoup de quartiers. Mais quand on a trouvé tel cas à motiver, tel cas vous voulez plus de précision pour les quartiers. Peut-être que l'opinion sera beaucoup mieux située. Merci beaucoup, Papa Sandjiné. Damoutier, nous passons maintenant à quel quartier? Bonjour. Alors, bonjour. Oui. Je voudrais intervenir par rapport à 2 points. Le premier point par rapport au Mali. Bon, il y a les gens qui soutiennent les manifestants au Mali. Je voulais toujours signaler que Ibrahim Ibeka a été démocratiquement élu et on vient le déloger. Les Maliens vont voir ce que les militaires vont leur montrer. Même les Togolais qui les soutiennent bêtement là, ils verront quand les 3 ans que l'armée la junte militaire dit qu'ils vont faire, ils vont les montrer et ils sauront que vraiment il fallait mieux que Ibeka soit resté. Bon, pour le second point, concernant le maire Aboka, bon, il est vrai ce qu'il fait, c'est une bonne chose. Mais il s'est fait 15 jours, j'étais allé à la mairie dans leur commune, mais il n'y avait même pas l'eau pour laver. L'eau de savon, il n'y avait même pas. Le jour-là, j'ai demandé d'après M. Jean-Kis et l'autre là, celui de l'ANC, mon ami Jean-Claude, pour pouvoir leur dire que vraiment, ils n'ont qu'à revoir la situation, même malheureusement. Il n'y a pas de dispositif, il n'y a pas de l'eau pour se laver les mains à la commune Golfe 5. Bien sûr, et j'ai demandé au policier pourquoi il n'y a pas le lavage de mains, de l'eau pour laver les mains. Et il vous a dit quoi? Bon, lui, il dit, il ne fait rien. Donc, il est là pour la police. Merci beaucoup, l'ami Patrick Akadjao. Nous prenons encore deux auditeurs. Bonjour. Oui, allô? Oui. Oui, Didier. Didier, allez-y. Oui, ça. Pour le Mali, nous devons faire extrêmement attention. Les militaires, là, ils ont plusieurs leviers sur lesquels appuyer pour que les trucs changent au Mali. C'est pas nécessairement un coup d'État. Parce qu'on oublie trop vite en Afrique. On a vu le cas Guy en Côte d'Ivoire. On a vu le cas Sanogo même au Mali. On a vu le cas Yadema 63 au Togo. 63, ils ont fait un coup d'État parce que les politiciens ne s'entendaient pas. Voilà ce qui est passé sur le Togo depuis plus de 50 ans. On doit faire attention. Les militaires, ils demandent 3 ans. Sur la base de quoi demandent 3 ans? Ils ont plusieurs manières de faire infléchir la situation. C'est pas un coup d'État. Merci. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Bonjour, mon patron. Papa Sandjiné. Plutôt, Papa Sibiti. Vous venez d'écouter Sandjiné. Moi, je salue M. Dakoti.
qui a parlé de la Russie et Abbas Issaka. C'est cette affaire de démocratiquement élu. Non! C'est parce que vous êtes démocratiquement élu que vous n'allez pas écouter l'aspiration du peuple. Ça, c'est comme vous. Moi, c'est l'éducation nationale. C'est parce que vous êtes inspecteur ou conseiller de l'éducation nationale que vous n'allez pas écouter les autres. Vous allez faire ce que vous voulez. Non, que vous êtes... Non. Il faut écouter son peuple. Et je vais vous dire que les faiseurs de roi, c'est les militaires. Si vous ne les... vous ne traitez pas ensemble, c'est eux, qui vont venir vous dire, Ibeka a dit qu'il ne veut pas. On l'a renvoyé. C'est ça. Sinon, quand le peuple s'est soulevé là, est-ce qu'il est parti? Il a fallu que les militaires là viennent, et M. Zakoti, mon petit frère là, il parle bien. Des enfants, des jeunes qui sont revenus de la Russie, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Nous n'avons pas de poids. Merci beaucoup. Je vous en prie, Papa Sibiti. Eh bien, on va faire le point ici. Docteur Degbe, eh bien, la question de la riposte est revenue, notamment les comportements qui doivent être ceux des préfets, des maires, avec le cas de M. Aboka, qui fait la police que les gens saluent. Mais il semblerait que le dispositif de lavage de mains ne serait pas toujours au rendez-vous dans sa mairie. Bon, si c'est le cas, c'est quand même déplorable. En principe, la mairie, après tout, c'est une structure d'État. Et je crois que c'est les structures d'État qui doivent donner en premier le bon exemple. Donc, peut-être que c'est un manquement. Si c'est vraiment le cas, il faut le corriger. Mais vous maintenez que les maires et les préfets doivent être sur le terrain de la sensibilisation et pourquoi pas amener les gens à la discipline. Bien sûr, ça, on le maintient. Merci. Mais un auditeur aussi est revenu sur la question de courrier de la République. Est-ce que la prolongation de l'état d'urgence cache un autre agenda que les autorités ne veulent pas nous dévoiler? Oh, ça, je ne peux pas. Ça, vous ne savez pas. Moi, je vous dis, je parle sur le plan sanitaire. Vous êtes médecin et vous nous parlez du sujet là sous l'aspect du médecin. Voilà. Merci beaucoup. Et Uriel Enyam, c'est que les auditeurs ont tout à fait. Moi, je voulais intervenir rapidement sur ce que le premier auditeur a dit. Il dit qu'il n'a jamais vu un pays se développer à partir des bars et consommer. Non, j'ai dit c'est une erreur grave. C'est une erreur extrêmement grave. Si vous faites le bilan, vous allez vous en rendre compte que par jour, ce que nous consommons comme boisson fait rentrer énormément de l'argent. Et c'est des gens qui nous servent. C'est des gens qui sont employés au niveau des bars, des restaurants pour nous servir. Et ils résolvent de ce fait le problème de chômage. On peut codifier, on peut amener le sujet autrement pour que les gens puissent respecter les mesures barrières, observer les mesures barrières et continuer par servir. Mais dire que les bars ne contribuent pas au développement d'un pays, c'est très faux. Tout ce que les usines, tout ce que la BB et la nouvelle société de boissons sortent, ça va où? C'est la consommation. C'est des milliards qui rentrent par ces sociétés-là. Donc, ils participent à l'économie nationale. Ils contribuent énormément. Ils ont une grande part dans l'économie du pays. Merci. Jacques Jacouti, les législateurs sont revenus sur l'intervention militaire que certains saluent, d'autres désapprouvent, mais en toile de fond, est-ce que les militaires, eux aussi, ne sont pas plutôt les valets locaux de ces puissances étrangères qui nous pillent sans nous développer? Au fait, ils sont téléguidés, ces militaires. Il faut le reconnaître. Nous l'avons dit ici, quoi qu'on dise, le coup d'État qu'ils ont eu à faire, ce n'est pas un coup d'État au fait. C'est un coup d'État par intérêt. C'est-à-dire que c'est un intérêt qui est derrière ce coup d'État-là. Donc, du moment où ils vont continuer par servir les intérêts de cette puissance qui est derrière, ils n'auront pas de problème. Mais ceux qui vont en pâtir, c'est les populations. Ça, il faut le reconnaître. Comme certains l'ont dit, il ne faut pas que les gens se réjouissent que non, on a fait un coup d'État, Ibeka est parti. Il y a un autre problème qui est là. Demain, si ceux qui les ont commandités, ils n'arrivent pas à servir leurs intérêts, ils vont encore monter d'autres, ils vont faire encore un contre-coup d'État. Donc, ce qui est important pour nous, comme je le disais tout à l'heure, le problème, si les gens veulent qu'on se développe, ils n'ont qu'à nous laisser, on va se développer. Mais s'ils ne veulent pas, et ce que vous dites, Jacques, pour le Mali, ça vaut également, puisque vous disiez tantôt que Ouattara, s'il veut aller à un troisième mandat, et si Condé veut aussi rester, c'est pas tant
pour leur goût du pouvoir, mais c'est également pour satisfaire ceux qui les tiennent. Ça, moi, j'ai eu la chance de rencontrer personnellement Alpha Condé. Je l'ai vu de visu comme nous sommes en train. Comme opposant ou bien comme président? Comme président. Oui. Mais c'est quelqu'un qui est fatigué. Ça, il faut le reconnaître. Même Alassane Ouattara. Ils sont fatigués. C'est des gens qui veulent aussi rester à la maison avec leur... je ne sais pas si vous avez une fois un enfant, si vous êtes assis sur votre tabouret de retraité, les enfants courent, ils veulent venir rester sur vos cuisses et vous êtes contents. Eux aussi, ils veulent avoir cette vie-là. Mais quelque part, je vous dis, et comme ils sont à la merci de quelqu'un, ils ne veulent pas laisser. Mais je crois qu'il est important qu'ils prennent conscience. Ils se disent, ici, il faut la faire. Ici, vous pouvez rester également pour servir les intérêts de l'uranium, d'une puissance. Mais il a dit, non, écoutez, j'ai fait 2 mandats, je m'en vais. Je ne vais pas continuer pour subir l'humiliation. Il est parti. Donc, quelque part, il faut que les gens soient conscients de ce qu'ils veulent. Et surtout, ça, dans la vie, il faut que quand nous voulons quitter cette terre, que nous puissions rester toujours une bonne trace. C'est important. Merci, Tchakala, militaire ou civil. La question reste posée. Mais on semble dire quand même que c'est les civils qui veulent rester éternellement au pouvoir. Ils suscitent la colère populaire contre eux. Oui, il va falloir que nous apprenions à respecter nos constitutions respectives. La constitution, c'est ce que le peuple se donne librement. Et quand on vient à marcher, cela, ça veut dire qu'on a marché sur le peuple. Et c'est ça qui met le peuple dans tous ces états. Vous êtes venus, vous avez la capacité de faire un mandat. Et c'est ce même peuple, s'il est content de ce que vous avez amorcé comme chantier pour le premier quinquennat, il peut vous renouveler. Mais au-delà des 2 mandats, 5 x 2 ou 4 x 2, il faut libérer les lieux pour donner la chance à d'autres de venir aussi faire leurs preuves. C'est ça même qui consacre le développement d'un pays. Vous partirez certainement avec votre équipe, une autre équipe, et c'est le pays qui prend un bon coup dans ces situations quand on vient respecter. Et puis, tous ces chefs d'État qui peinent à partir parce que ils auraient géré leur pays de façon pas très catholique, c'est tout à fait. Quand vous venez travailler pour dire que quand je vais partir, que mes œuvres m'accompagnent, que tout ce que j'ai posé comme acte soit au cœur de la Constitution, que je ne suis pas venu pour marcher sur des gens, pour marcher sur des susceptibilités. Je suis venu pour respecter les lois de mon pays et vous partirez tranquille. Mais ceux qui jouent à une certaine prolongation, c'est des gens qui se reprochent beaucoup de choses. Donc il va falloir, quand vous venez, mettez Dieu au cœur de tout, mettez le peuple au cœur de votre gouvernance et le temps arrivera, vous partirez tranquille comme on en voit ailleurs. Merci Didier Assoba. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les auditeurs de 2020 ne sont pas ceux de 67, ceux de 80. Maintenant, le peuple regarde, même si on n'a pas tous les éléments d'appréciation, le peuple a son droit d'observation et d'expression. Naturellement, les gens, les militaires maliens, quoi qu'on dise, ne se sont pas levés ex nihilo pour aller déposer IBK. C'est à partir d'une situation et c'est à la suite de la manifestation de la volonté du peuple que les militaires maliens ont agi. Donc, en ce sens, c'est pas non plus hier que les manifestations ont commencé. Depuis l'année dernière, on a commencé par voir des manifestations. Même la réélection d'IBK a été contestée et c'est de là que les manifestations ont démarré. Le grand problème aujourd'hui, c'est quoi? Que ces gens arrivent au pouvoir. Des fois, on dit qu'ils sont démocratiquement élus, mais au fond, c'est des gens qui sont presque nommés. Vous prenez Alpha Condé dont on parle. Quelqu'un qui avait 18% au premier tour à l'époque et qui, on ne sait pas par quelle alchimie on a changé, on a pris un étranger pour présider la commission électorale. Il devient président devant son challenger qui avait plus de 40% au premier tour. Vous prenez Alassane Ouattara, on a vu dans quelles conditions il a dit qu'il a été élu et avec la complicité d'un certain nombre, de ce que nous appelons communauté internationale à Abidjan. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, est-ce que les gens sont vraiment démocratiquement élus? C'est la grande question qu'il faut se poser. Et dès que vous ne gérez pas bien et les populations ont le sentiment que nous ne vous avons pas élus, les populations descendent dans la rue et les situations du genre arrivent. Merci, je vous arrête là. Démocratiquement élus ou pas, nous avons connu l'élection présidentielle le 22 février qu'on n'a pas encore fini de régler. Et à ce niveau, on ne va pas en débattre. Mais Courrier de la République écrit le grand paradoxe. Et si Faure Gnassingbé était l'allié objectif de la dynamique, Monseigneur Kodjro, on ne discute pas, plutôt vos cartons de fin d'émission. C'est peut-être démocratiquement. Votre carton de fin d'émission? Non, j'ai pas de carton. Merci de passer, Uriel Enyang.
Bien, je n'ai pas un carton, mais je voulais attirer l'attention des autorités sur le mauvais traitement infligé aux volontaires, à nos confrères de la télévision nationale TBT. Ça vaut carton rouge. Oui, mais j'attire l'attention. Carton rouge à ceux qui ne gèrent pas bien les volontaires qui sont en poste à la télévision togolaise. Ali Rumour Chakala. Carton vert au Bayern de Munich, qui a eu un parcours exceptionnel. Parce que Dieu aurait été injuste si le Bayern n'avait pas remporté cette coupe-là. Merci Jacques Jacouti. Non, je n'ai pas de carton. Juste dire qu'aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure, les générations que nous avons aujourd'hui, les générations d'officiers que nous avons, c'est des officiers très bien formés et puis c'est des jeunes. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Mali, la communication, la façon dont ces officiers la maîtrisent, la communication sur la situation, il faut se dire que, attention, une génération est en train de partir, une autre génération est en train encore de venir. Donc, attention, il faut faire très attention. Alors, c'est attention, là, c'est carton vert pour les officiers, jeunes officiers bien formés, ou bien carton rouge pour ceux qui ne constatent pas ça. Je n'ai pas dit que les officiers ne sont pas bien formés. Non, mais ce que j'ai dit, c'est que ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui, la génération des officiers qui sont en train de monter sont différents des autres officiers que nous avons. Ça, je suis d'accord. Maintenant, votre carton de fin d'émission. Mon carton, je n'ai pas de carton, mais invité, une fois encore, le ministère de l'administration territoriale à ouvrir les églises. Parce que ça n'a pas du tout de sens, ce qui se passe. Merci. Dr Degbe, un carton vert pour saluer quelqu'un, carton jaune pour mettre en garde, carton rouge pour sanctionner. Ok, bon, je ne parle pas de carton, mais tout simplement, c'est pour dire toujours à la population que, quelle que soit notre opinion, quelle que soit la position que nous tenons dans la discussion, même sur la COVID-19, ayons toujours à l'esprit que la maladie existe au Togo, que le virus circule dans la population et respectons les mesures barrières pour pouvoir arrêter cette pandémie. Merci Dr Degbe. Je suis très heureux parce que le Bayern de Munich a gagné hier, mais je me sens triste pour une amie qui supporte Paris Saint-Germain. Je devine qu'elle a passé une très mauvaise nuit. Eh bien, ma chère amie, courage. Peut-être que l'édition 2021 sera pour votre Paris Saint-Germain, à condition qu'il ne rencontre pas le Bayern de Munich. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 11h, mais continuez à méditer que c'est bien de se mettre en valeur, c'est bien de défendre des valeurs, mais il est encore mieux d'avoir nous-mêmes nos valeurs. Demain mardi à 11h, d'ici là, célébrons la vie.